Bonjour à tous. On va peut-être commencer vu qu'on a déjà pris quelques minutes de retard. Merci à vous d'être là pour échanger ce matin sur la pertinence des soins et des actes au travers de deux exemples que sont le programme de césarienne programmée à terme et la chirurgie bariatrique. Alors, avant de commencer, on m'a demandé de vous faire un petit rappel sur l'application interactive que l'on a à notre disposition aujourd'hui. C'est un peu l'inauguration de ce type de communication. Cette solution va vous permettre de poser des questions et de faire des commentaires en direct. Ils s'afficheront en temps réel sur un bandeau en bas de l'écran des diapositives. On essaiera de répondre au maximum d'entre elles au cours des séances questions-réponses. Et puis, cette application vous donnera la possibilité d'avoir le diaporama pendant plusieurs semaines, parce qu'on gardera ça pendant 2 mois. Vous aurez la possibilité de vous connecter et de récupérer ces diaporamas. Donc, du coup, on va scander la session comme ça. Les intervenants vont parler. On aura après le débat sur la césarienne programmée, on aura une séance de questions d'une dizaine de minutes. Et après, la chirurgie bariatrique aussi. Voilà. Alors, donc, avant de faire les présentations des tables rondes, qu'est-ce que la pertinence ? La pertinence, aujourd'hui, se focalise essentiellement sur l'indication et la non-indication des interventions en santé. Ce que l'on cherche surtout et avant tout, c'est garantir aux patients une prise en charge de qualité la plus pertinente possible, c'est-à-dire la bonne intervention au bon moment, au bon endroit. C'est ça qui importe essentiellement et qui doit donc, évidemment, à la fois, on parle de pertinence lorsqu'on parle d'environnement, que ce soit au niveau de la chirurgie ambulatoire par rapport à l'hospitalisation complète, ou alors de la pertinence des actes, la pertinence des diagnostics et la pertinence, bien sûr, du parcours de soins. Voilà. Donc, cette pertinence est un enjeu fort pour la qualité de notre système de soins et pour l'efficience, bien sûr, des dépenses de santé. Depuis 2011, vous êtes tous certainement impactés par les différents travaux qui sont pilotés par la DGOS, mais avec la CNAM, la TIH, la HAS et au niveau régional avec les ARS. Aujourd'hui, donc, on va aborder en première partie la césarienne programmée. Parmi les présentations, on aura une présentation de la région Île-de-France faite par les réseaux de périnatalité, et Madame Annie Cessateur et le docteur Rose Nguyen feront, elles, part de leur expérience au niveau de la région, en sachant que toutes les deux représentent l'ensemble des réseaux périnatalité de l'Île-de-France. Et puis Madame Christine Chevalier, qui est à côté de moi, qui représente l'ARS Île-de-France, fera aussi une synthèse des travaux qui ont été réalisés en Île-de-France sur cette thématique-là. On abordera à la suite la chirurgie de l'obésité. Alors, je suis désolée, je continue de parler parce que c'est moi qui fais la première présentation sur la césarienne programmée. Donc, premièrement, la césarienne programmée, ça a été tout un programme d'optimisation de la pertinence. Pourquoi ? Parce qu'au départ, on a vu qu'il y avait une hétérogénéité des pratiques sur l'ensemble du territoire, avec un taux annuel de césarienne programmée à terme, parmi l'ensemble des accouchements, qui variait entre 2 et 20%, avec une moyenne à 7,5% dans les établissements. Donc ça a poussé l'ensemble des institutions à réfléchir et à se dire pourquoi une telle disparité aujourd'hui. Bien sûr, il est clair qu'on ne part pas sur un taux optimal à atteindre, on ne connaît pas le bon taux, mais on sait par contre qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une telle hétérogénéité de pratiques. Donc par rapport à ça, on a mis en œuvre des recommandations
qui sont réalisées, la césarienne programmée après 39 semaines d'aménorrhée, prendre des décisions du mode d'accouchement en stade, c'est-à-dire à plusieurs. C'est très important que les personnes ne prennent pas seules une décision de césarienne programmée. Et puis sécuriser les tentatives d'accouchement par voie basse en cas de facteur de risque. On verra aussi que l'implication de la vie de la patiente est importante dans les recommandations. En 2012, la HAS a produit des recommandations de bonnes pratiques, avec aussi en même temps l'élaboration de plusieurs documents d'information qui étaient destinés essentiellement aux femmes enceintes et aux professionnels, et des guides d'analyse et d'amélioration des pratiques. Avec ces outils et ces recommandations, il a été lancé en 2013-2014 une expérimentation volontaire, et là on a vu que sur l'ensemble du territoire, les ARS se sont particulièrement impliqués dans ces expérimentations, et 165 maternités volontaires se sont engagées dans l'optimisation de la pertinence de la césarienne programmée à terme. Donc on a accompagné les professionnels, les réseaux de périnatalité étaient particulièrement impliqués dans cet accompagnement, et on a recueilli lors de cette expérimentation tous les outils, les données, les témoignages que pouvait apporter ce programme. Jusqu'à présent, on a eu en décembre 2014 une restitution de l'ensemble de ces travaux devant les équipes et les acteurs qui ont participé. Et globalement, il est ressorti que ça avait quand même été une réussite, ce programme. Et pourquoi? Parmi les facteurs de réussite, il y avait premièrement le pilotage national qui a été toujours présent, mais avec surtout une forte implication des professionnels de santé, les gynécologues obstétriciens et les sages-femmes qui se sont particulièrement impliqués dans ces programmes. Bien sûr, la Fédération française des réseaux a été un appui aussi très important, et les usagers ont suivi tout au long de la mise en œuvre de ce programme les différentes actions, et ont toujours été aussi des personnes très, très facilitantes pour la réussite du programme. Voilà, donc quels sont les facteurs de réussite que l'on entend pour l'élaboration de cette optimisation de la pertinence? En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une compréhension partagée des objectifs de la démarche par les équipes, par les professionnels sur le terrain. Il faut que ça soit fait selon un calendrier bien particulier, un pilotage et une animation du projet. Expérience que les gens qui travaillent ensemble, il y a quand même une expérience au départ de la démarche qualité, des conditions de travail avec des équipes stables, suffisantes pour assurer la pertinence des soins, et puis une coordination entre les professionnels libéraux et les salariés, bien sûr, c'est tous ces facteurs-là qui ont permis la réussite généralement des travaux menés par les équipes sur le terrain. Aujourd'hui, où on en est, au niveau et quelles sont les perspectives? On a évalué les taux de césarienne programmée à terme en 2014, donc c'était suite on dira, une bonne année de mise en route des programmes au niveau national. C'était donc un temps, pour moi, un temps zéro de l'expérimentation, et on aura en 2015 la possibilité de voir un petit peu aussi quelle est la nouvelle dispersion et quels sont les termes de réalisation de ce programme. Dans les régions, on pense qu'il y a encore un travail à faire d'analyse sur les écarts entre les taux attendus et les taux observés, et puis au niveau des maternités, de chaque maternité qui se sont impliquées, travailler sur les critères de réussite et voir si on peut continuer à travailler dans cet objectif. Donc voilà, au niveau national, c'est quand même une réussite ce programme, et on voit qu'on est passé par toutes les étapes progressives, des recommandations élaborées par la HAS, des outils travaillés en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés, et puis après une mise en œuvre et une application au niveau régional de ce programme. Je vais passer donc du coup
la parole à Madame Cessater et à Madame Nguyen pour vous parler plus spécifiquement de leurs travaux sur la région Île-de-France. Merci. Oui, voilà. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de nous avoir permis de nous exprimer au nom de tous les réseaux de santé en périnatalité franciliens. Donc, un petit historique. La Haute Autorité de Santé a proposé un programme d'amélioration des pratiques sur les césariennes programmées qui devait se dérouler en 2013. Un appel à volontariat a été adressé aux différents établissements dès la fin 2012 par le biais des directions des établissements. Ensuite, la conduite de ce programme a été confiée au réseau de santé en périnatalité, l'objectif étant d'optimiser la pertinence des césariennes programmées à terme, en référence aux recommandations qui ont été publiées en janvier 2012. Donc pour la région Île-de-France, il y a eu 5 réseaux qui ont été engagés, dont 21 établissements, ce qui représentait 22% des maternités d'Île-de-France, 25% des accouchements, 24% des césariennes et 22% des césariennes programmées. Sur les 21 établissements, nous avions 12 maternités publiques, 9 maternités privées et nous avons recueilli 532 dossiers de césariennes programmées. Nous allons donc vous donner les principaux points qui ont été développés. Sur les recommandations, comme vous l'a dit Madame Robe-Dunet, la terme de la césarienne programmée doit être supérieure ou égale à 39 semaines d'aménorrhée. Les différentes indications, conduite à tenir et examen nécessaires ou non à la décision devraient être conformes aux recommandations de janvier 2012. Enfin, là, nous avons étudié aussi particulièrement l'information de la patiente qui doit être tracée dans les dossiers. En ce qui concerne la pertinence du terme, donc, le terme doit être supérieur à 39 semaines. Et sur les résultats des dossiers étudiés en Île-de-France, il n'y a eu que 60% des césariennes programmées qui ont eu lieu au-delà ou à 39 semaines. Suivant les réseaux, c'était entre 50% et 66%. Alors, il peut y avoir des circonstances obligeant à césariser avant 39 semaines, notamment la mise en travail spontané des patientes. Ça ne concernait que 6% sur le réseau périnatif sud. Et dans d'autres cas, il peut aussi s'agir de principes de précaution quand vous avez des utérus tri, quadri ou plus. Donc, c'était des risques liés à la cicatrice, mais ça ne concernait que 2% des patientes. Donc, vous voyez qu'en fait, il n'y a que 8% qui peuvent expliquer que des césariennes ont eu lieu avant 39 semaines. Donc, la première piste d'amélioration est donc de rester un peu plus vigilant sur l'âge gestationnel de la programmation des césariennes au-delà ou tout autour de 39 semaines. Nous allons passer maintenant aux différentes indications. La plus fréquente reste les utérus cicatriciels. Donc, dans l'étude, le pourcentage global était de 68,3%, donc quasiment 2 tiers, entre 62,5 et 76,5% suivant les réseaux. Et pour ce qui est des indications de césarienne dans le cas d'utérus cicatriciel, chacun des réseaux a noté la conformité. Et on arrive à une conformité de 87,2%, entre 82 et 91,6%. Les principales causes de non-conformité dans cette indication, c'est qu'il est encore prescrit trop fréquemment des pelvimétries pour étudier la taille du bassin par rapport au bébé. Et il y a eu peu de propositions de voix basse sur les utérus bicicatriciels. Il existe aussi, je dirais peut-être une nouvelle indication, entre guillemets, les demandes maternelles qui ont quand même été assez souvent associées à cette indication d'utérus cicatriciel. La deuxième indication la plus fréquente sont les fœtus en présentation du siège. Donc, parmi les césariennes qui ont été faites, il y a eu 24,3% d'indications pour siège. La conformité aux recommandations était de 77,7%, donc de 43 à 100% suivant les réseaux. Les principales causes de non-conformité, c'est l'insuffisance de proposition de version par manœuvre externe, en l'absence des contre-indications, et l'insuffisance d'examen clinique ou d'échographie préopératoire en cas de siège, parce qu'il est arrivé qu'on fasse la césarienne et qu'on extrait un enfant en présentation céphalique. Dans cette indication aussi,
les demandes maternelles sont aussi très importantes. Donc pour la troisième indication, je passe la parole à ma collègue, Madame Cessateur. Alors la demande maternelle, donc c'est vrai qu'on peut observer une fréquence croissante des demandes maternelles, pouvant atteindre plus d'un tiers des indications. Ce qui a été intéressant dans le retour d'exploitation des dossiers, c'est que finalement les demandes maternelles sont associées le plus souvent soit à une indication d'utérus cicatriciel ou une présentation en siège, surtout chez les primipares. Et donc les demandes maternelles sans indication médicale, exclusivement demandes maternelles, restent inférieures à 3%. Donc ça, c'est un constat qui est intéressant, puisque c'était une de des axes qu'on attendait. On s'attendait à beaucoup plus. L'information des patientes, donc il y a deux types d'informations qui ont été travaillées. C'est la traçabilité sur la discussion bénéfice-risque, donc dans le dossier, mais également avec un retour d'information à la patiente. Et quand l'indication de césarienne, je veux dire, est posée, c'est également informer sur le déroulement de la césarienne. La traçabilité des deux types d'informations, normalement, on est invité à les retrouver dans les dossiers. Aujourd'hui, le constat, c'est que la traçabilité est retrouvée dans les dossiers, 33%. En fonction des réseaux, le curseur va de 20 à 60%, donc ça reste un axe majeur à travailler. Donc les pistes d'amélioration, donc plusieurs actions correctives ont été proposées. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore évaluées et mesurées puisqu'on est toujours dans le programme et dans la démarche d'amélioration. Donc les actions, c'est mettre l'accent pour tendre vers une programmation sur la césarienne au-delà ou égale à 39 semaines. Donc les pédiatres ont été aidants dans la dynamique puisque souvent ils nous aident à un rappel sur la légitimité du terme. Création d'une checklist césarienne pour optimiser l'aide à la décision. Donc, certaines maternités ont adapté une checklist qui met en musique toutes, j'ai envie de dire, tous les points d'étape du parcours, mais également un point important, c'est le souhait de la patiente, parce que souvent, le souhait de la patiente n'était pas forcément tracé, alors que là, il est intégré dans la checklist. Création d'un chemin clinique. Élaborer un protocole de prise en charge des utérus cicatriciels au sein d'un réseau. Élaborer un protocole de prise en charge des sièges, de la prise en charge des sièges au sein d'un réseau. Tracer le souhait des patientes et les pairs, s'y exprimer pour optimiser l'aide à la décision. Donc ça nous a paru, un élément extrêmement important et beaucoup d'équipes sont demandeuses qu'il y ait cette traçabilité. Déployer la dynamique collégiale des staffs pour tout exercice afin de favoriser la discussion autour de la voie d'accouchement pour les utérus unis et bicicatriciels et les sièges. Et puis également une proposition de VME en l'absence de contre-indication, bien sûr, et échographie préopératoire, mais Rose en a parlé, en cas de siège. Un autre axe qui est fort intéressant, c'est que là, il y a une équipe qui travaille sur un débriefing systématique de tous les dossiers où il y a eu une première césarienne, aussi bien les urgences et programmées et les indications de déclenchement pour faire un retour sur les axes d'amélioration. Donc, en termes de traçabilité de l'information des patientes, on a repris de façon globale, les équipes ont repris de façon globale toutes les fiches d'information qui existent, donc aussi bien qui émanent de l'HAS, mais du collège des gynéco-obstétriciens, les fiches élaborées par les réseaux, type Aurore, Périnatif Sud, et puis aussi des fiches graphiques que je vais vous présenter plus tard, qui ont été élaborées par un établissement et qui est fort intéressant. Une traçabilité dans le dossier médical patient avec la checklist césarienne et le chemin clinique. Voilà. Donc là, je vais vous présenter la fiche d'information qui a été élaborée par le service du docteur Gada Hatem à Saint-Denis, où ils ont travaillé justement sur une fiche pour permettre de répondre aux attentes des patientes qui ne sont pas forcément francophones et aider à la compréhension et permettre aussi que les patientes suscitent des questions, à la lecture de ce document. Voilà. La checklist césarienne programmée, donc là aussi c'est la reprise de toutes les étapes, du parcours de la patiente. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Vous avez bien respecté le temps, donc je vous en remercie particulièrement. Et je vais passer la parole à Madame Chevalier. Dans le cadre de cette expérimentation nationale, l'HAS s'est contenté avec beaucoup d'attention à suivre le déroulement au niveau de notre région. Et donc, c'est les réseaux et les maternités des réseaux qui ont mis en œuvre cette expérimentation. Mais donc, si on a suivi ça avec attention, c'est qu'on est intimement persuadé depuis longtemps qu'en matière de pertinence, d'action sur la pertinence, il ne suffit pas que des recommandations ou des outils soient mis à disposition par des instances nationales. Il nous paraît indispensable qu'un plan d'action concret, défini et conduit par les professionnels, eux-mêmes, seuls, ce type de plan d'action pourra entraîner un changement de la pratique sur le terrain. C'est aux professionnels de santé de s'emparer vraiment des recommandations. Et donc, c'était vraiment ce qui était conduit dans le cadre de cette expérimentation nationale. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il a été dit, l'évaluation, enfin, la mesure d'impact réelle, on n'a pas encore les résultats. Je pense qu'on va les avoir, dès 2015. Donc, on va tous suivre ça avec attention. Mais nous, il nous a paru important donc de ne pas s'arrêter à cette expérimentation nationale et de la poursuivre au niveau de la région. Donc, on était très contents que les acteurs de l'expérimentation et aussi, on a demandé aussi la participation pour la suite à la cellule Périnate ARS Île-de-France. C'est une cellule statistique qui suit avec attention beaucoup de données PMSI en matière de périnatalité. Donc, de poursuivre les actions définies au niveau national et de faire des actions au niveau de notre région, de poursuivre sur ce thème. Donc, ce qu'on a envisagé tous ensemble, c'est tout d'abord d'organiser le retour d'information de tous les établissements sur le sujet, parce que comme il a été dit, cette expérimentation a été menée avec des volontaires et donc il y a 22% des maternités Île-de-France qui se sont engagées là-dedans, ce qui est déjà un chiffre énorme, mais il y a 80% de maternités qui n'ont pas vraiment participé à l'expérimentation. Donc on voudrait tout d'abord leur faire profiter sur le mode de retour d'expérience. Donc on va constituer et diffuser ensemble un rapport de capitalisation donc, qui va reprendre toutes les actions qui ont été réalisées par les maternités et les réseaux. Et surtout, on va mettre aussi en annexe les outils construits, comme certains ont été montrés tout de suite par les différents réseaux. Et on fera aussi une analyse, puisque c'est une expérimentation nationale, on va aussi profiter, on va analyser tous les outils qui ont été mis en place par les différentes régions sur ce sujet. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi, on voudrait, ça c'est de la diffusion d'informations, mais pour que les maternités qui ne se sont pas investies dans l'expérimentation considèrent que ça peut être un sujet chez eux, on veut aussi, on va élaborer, diffuser des profils d'activité sur la base d'état des lieux qui avait été faite sur notre région pour choisir ce thème, pour qu'il y ait un retour d'informations statistiques sur leurs pratiques, pour qu'éventuellement ils se posent des questions pour aller plus loin et donc utiliser les outils qui ont été élaborés dans le cadre de l'expérimentation. Donc ça, c'est par rapport. Et puis, donc ça, c'est par rapport à l'expérimentation. On veut aussi aller un peu plus loin on va réfléchir sur la prise en compte du parcours de la patiente tout au long de la prise en charge, donc l'avant et l'après, pour bien montrer qu'après une césarienne, même si c'est une césarienne programmée, c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc pour que tout le monde ait tous les éléments pour prendre la bonne décision. Et puis il y a aussi, puisque c'est une intervention en bloc, etc., il y a aussi certainement des facteurs organisationnels au niveau de l'établissement qu'il va falloir prendre en compte. Donc nous, on va rajouter un petit peu ça au programme, à l'expérimentation nationale. Donc ça va concerner tout le monde pour mobiliser un petit peu tout le monde sur ce sujet si nécessaire. Et puis dans un deuxième temps, on va peut-être accompagner de façon plus rapprochée certains établissements. Et donc, bien sûr, ces établissements, ils seront ciblés à partir des indicateurs qu'on est en cours d'élaboration au niveau de la région sur ce sujet. Et donc, c'est cet accompagnement, ça pourra s'inscrire dans un cadre un peu plus formel, tel que les procédures maîtrise médicalisée à l'hôpital qui est fait par l'assurance maladie, qui conduit chaque année l'assurance maladie dans les établissements. Ça peut être aussi
des actions dans le cadre des CEPOM établissements. Et donc, là, tout ça, c'est en cours de réflexion et de construction. Mais c'est vrai qu'il y aura aussi des d'accompagnement sur certains établissements qui, a priori, peuvent présenter des atypies et qu'on va essayer de travailler avec eux pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous, dans le cadre donc, de la césarienne programmée à terme et ce programme de pertinence qui a été un des premiers programmes qu'on mène dans le cadre de la pertinence où tout le monde est impacté, est-ce que vous avez des questions particulières sur cette thématique ? On a 10 minutes de questions, donc n'hésitez pas à en poser. Merci. Attendez, on va vous apporter un micro. Bonjour, Samia Lévy, ARS Île-de-France. Est-ce qu'il y avait la VME qui n'était pas pratiquée ? Est-ce que l'origine de la non-pratique, c'est parce que c'est difficile à faire ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les compétences ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que vous avez une explication en fait ? Alors nous, on a une maternité qui effectivement, je pense que ça fait partie des formations des praticiens. Et puis après, le temps fait que peut-être qu'il n'y a pas la réactualisation ou on retravaille pas sur le sujet. Et là, ça a déclenché finalement dans une maternité où ils se sont remis à la pratique. Donc la compétence, elle existe, bien sûr, mais après, je veux dire, le temps fait que, hélas, le fait de travailler sur cette étude, ça a permis que les praticiens se reposent la question et refont un protocole interne, et donc se sont retravaillés. Voilà. Donc ça, par contre, nous, on a une... il y a eu réellement, enfin, j'en ai pas parlé, mais il y a eu réellement des changements de pratique dans le quotidien, dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Il y a la VME, il y a aussi les programmes où la gestationnelle est sur le programme prévisionnel, alors qu'avant, il n'était pas sur opératoire. Enfin, il y a des choses qui sont concrètes, je veux dire, d'un changement de pratique. Maintenant, est-ce que ça pourra être mesuré en termes d'impact ? Je ne sais pas. Voilà. Merci. Madame ? France Artsner pour le CIAN, donc Association d'usagers. J'avais deux questions, en fait, une qui reprend celle sur la VME, mais au niveau des sièges, de la décision de césarienne pour siège. Est-ce qu'on peut comprendre si c'est un manque de compétences de faire un siège, enfin, par voie basse, etc. Et la deuxième, c'était par rapport à la slide sur les demandes maternelles, plus d'un tiers. Est-ce qu'on a des indications sur finalement la connaissance des femmes enceintes sur comment on les informe en fait. Je sais pas, ma question n'est pas claire. Alors moi, je vais parler de la formation. Voilà. Vous avez vu, je vous fais le retour que l'information est tracée que dans 30%, un peu plus de 30% des dossiers. Donc aujourd'hui, c'est prématuré pour vous répondre, puisque effectivement, ça fait partie d'un des axes forts de voir comment la formation est dispensée aux patientes. Voilà. Parce qu'il y a effectivement la traçabilité, je veux dire, du support. Et puis, il y a également ce qui se fait, je veux dire, en colloque singulier entre le médecin et la patiente sur l'information orale. On est quand même beaucoup d'une culture orale, donc ce n'est pas parce que c'est tracé que ce n'est pas fait. Voilà. Ou l'inverse. Voilà. Et je te laisse répondre pour les sièges. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça dépend aussi de l'information qui a été délivrée. Et il est assez évident qu'on voit des établissements qui font plus de césariennes sur siège que d'autres. Alors, est-ce que c'est une peur, C'est ça. C'est une compétence ou une peur de ce qui peut se passer sur l'accouchement voix basse sur les sièges. Et effectivement, les demandes maternelles sur siège, c'est plus souvent les jeunes femmes qui accouchent pour la première fois. D'autres questions ? L'information maternelle, c'est une des questions principales qu'on nous pose régulièrement parce que c'est quelque chose de très important. Bon, dans la césarienne programmée à terme, on a vu aussi, on a élaboré des outils pour aider et faciliter cette information et on se rend bien compte que c'est indispensable d'avoir pour les femmes un avis complètement éclairé qui puisse
où elle puisse faire bien la distinction entre le bénéfice et le risque d'une césarienne. Donc, ça fait partie des facteurs importants à diffuser. D'autres questions? J'ai vu un doigt se lever au milieu. Est-ce que je peux poser une Oui, question? bien sûr. Ah bah oui. Je vais poser une question de faux béotien. Disons que là, on parle de la césarienne programmée. Je voulais savoir si, dans votre expérience, le taux de césarienne urgente en fréquence a diminué par rapport à une éventuelle augmentation de césarienne programmée. Autrement dit, est-ce que s'il y a moins de césariennes urgentes, c'est parce qu'on a réussi à mieux les programmer? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une relation pour vous entre le taux de césarienne urgente et le taux de césarienne programmée? Non, je ne pense pas qu'il y ait une relation directe, en tout cas. C'est simplement une vue d'un chirurgien dans un bloc opératoire qui voit régulièrement affluer le nombre de césariennes urgentes, qui me laisse penser que finalement, il n'y a peut-être pas assez de bonnes indications de césarienne programmée, mais c'est peut-être une vue simplement de l'esprit, je ne sais pas. C'est la question que je vous posais. Si je peux me permettre, vous êtes au cœur de l'obstétrique, c'est-à-dire que la définition de l'obstétrique, c'est que tout ne se prévoit pas. Et effectivement, les indications de césar programmée ne sont pas du tout les mêmes qu'une césarienne en urgence. Donc même si on travaille sur le respect des recommandations sur les indications de césarienne programmée, on aura toujours des césariennes en urgence dans les blocs. Voilà. Et c'est vrai aussi que par contre, vous avez, où je vous rejoins, c'est qu'on a bien regardé avec les indicateurs PMSI pour s'assurer s'il n'y a pas une balance effet-étude. Parce que ça aurait pu être, je veux dire, une des déviances. Bien sûr. Voilà. Pas d'autres questions? Donc on... Ah, si, ouais, j'avais pas vu. Merci. Bonjour, Jean-Claude Haddad, gynécologue accoucheur à la maternité des Lilas. Ce que l'on peut observer dans l'activité d'une maternité, c'est qu'il y a pour chacun de nous et les compétences qu'on a acquises, on travaille avec ces instruments-là, mais également on travaille avec ce qu'on est, avec nos peurs, nos inquiétudes, ça a été déjà cité. Et je pense que l'information qui est faite également aux patientes est également conditionnée par la formation et les idées, les représentations que chacun peut avoir de ce que serait un accouchement sur un utérus bicicatriciel ou les inquiétudes d'un accouchement en siège. Ça m'amène à considérer la question des protocoles qui peuvent être en même temps un guide et en même temps un enfermement. Il me semble que les protocoles, ça apparaît aussi quelquefois comme une mesure d'autoprotection. Voilà. Donc c'est la préoccupation effectivement qui m'est apparue dans l'observation des staffs, hein, et de considérer, souvent je pense qu'il est considéré un protocole comme un moyen de se protéger probablement, et ça marque bien la peur aussi du praticien par rapport au choix qu'il va réaliser. Voilà, c'est la réflexion que je voulais faire à cet égard. Pour abonder dans votre sens, quand on a évoqué tout à l'heure le siège, effectivement, pour beaucoup de praticiens, il y a l'environnement médico-juridique, je veux dire, qui est sous-tendu. Hein, voilà. Ça, c'est par contre quelque chose qui n'est pas forcément écrit, mais qui a été l'objet de débats quand on a travaillé sur le sujet, bien sûr. Et puis aussi des conditions, parce que c'est vrai que quand il y a une équipe, d'où l'axe de travail qui est des staffs avec des échanges, quand une décision est prise de façon collégiale, c'est aussi, je veux dire, un support pour les équipes pour essayer d'améliorer. Voilà. Ça répond bien à ma question. Merci. Bon, cette fois-ci, pas d'autres questions. Donc on va passer à la chirurgie de l'obésité bariatrique, et c'est l'assurance maladie avec Michel Marty et Dominique Ménat-Dupont qui vont commencer à faire un premier travail.
rendu de leurs travaux. Si vous rendez le truc, c'est ça. Alors en vert, c'est pour avancer, en rouge. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour aborder la pertinence d'un acte, il nous paraît important d'avoir plusieurs choses. Premièrement, un référentiel actualisé. Deuxièmement, des constats qui permettent ou qui font penser qu'il peut y avoir un problème de pertinence dans un territoire. Et troisièmement, un instrument de mesure ou d'approche qui permet justement d'apprécier la pertinence ou la non-pertinence et qui ne soit pas obligatoirement un retour au dossier médical. Ensuite, on peut aborder des actions qui sont adaptées à ce qu'on trouve. Dans le cadre de la chirurgie bariatrique, on vous a mis en exemple le référentiel qui est celui de la Haute Autorité de Santé qui date de 2009. Donc par rapport à mon premier propos, il est important donc, que la Haute Autorité nous confirme que ce référentiel de 2009 soit toujours d'actualité. Ensuite, pour les constats, alors l'assurance maladie a beaucoup travaillé sur la chirurgie bariatrique, avait fait une grande enquête en 2002-2003 et a recommencé à traiter les données en 2013. Donc les constats qui font penser qu'il pourrait y avoir un problème de pertinence sur la France sont les suivants. Alors premièrement, une évolution importante du nombre d'interventions de chirurgie bariatrique et une évolution qui est plus importante que celle que l'augmentation de la prévalence de l'obésité. Ensuite, on peut remarquer que l'augmentation des techniques est variable, avec récemment une augmentation des techniques dites irréversibles, que ce soit la sleeve gastrectomie ou le bypass par rapport aux techniques réversibles, qui est l'anneau. Deuxième constat, une hétérogénéité des taux standardisés de recours à la chirurgie bariatrique rapportés à la population des présents. Et une discordance ou une non-concordance entre le taux d'intervention et le taux de prévalence de l'obésité. Vous voyez à gauche ou à droite. À gauche, la carte des taux standardisés, à droite, la prévalence de l'obésité. Troisième constat, qui continue à soulever des questions, une hétérogénéité de la distribution des différentes techniques en fonction des régions. Et vous voyez donc à gauche les anneaux, le bypass au milieu et la sleeve gastrectomie à droite. Il y a une hétérogénéité. Cette hétérogénéité peut faire penser à un effet équipe, un effet de formation. Quatrième constat, un nombre variable d'interventions par établissement. Il y a 175 établissements qui font moins de 30 actes dans l'année. Il y a certes une concentration, puisque 45% des établissements font 85% des actes, mais vous voyez sur le tableau suivant qu'il y a une disparité entre l'activité. Pour nous, on soupçonne une relation entre la pertinence et l'activité. On pourra en parler, mais on soupçonne une relation, dans un sens ou dans un autre, entre la pertinence et l'activité. Il est important de rappeler qu'il n'y a pas de seuil dans la chirurgie bariatrique, comme dans beaucoup de chirurgies, contrairement par exemple à la chirurgie carcinologique, mais il y a eu reconnaissance d'un certain nombre de centres spécialisés pour la prise en charge de l'obésité. Cinquième constat, un nombre non négligeable d'interventions chez les moins de 18 ans qui, je vous le rappelle, sont hors recommandation. Et donc, on a recensé environ 500 cas depuis 2010, avec une fréquence annuelle à peu près stable, des interventions qui sont réalisées seulement dans la moitié des cas dans les centres que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire les centres autorisés, les centres spécialisés dans la prise en charge de l'obésité. Et on voit aussi une évolution des types d'interventions vers les interventions les irréversibles, c'est-à-dire le bypass et la sleeve gastrectomie. En Île-de-France, alors les constats sont à peu près les mêmes. La chirurgie digestive de l'obésité, la chirurgie bariatrique, a un taux de recours standardisé supérieur à la moyenne nationale. On vous a donné l'exemple de 4 interventions, cholécystectomie, thyroïdectomie, amydalectomie
et chirurgie bariatrique. Et vous voyez qu'en Île-de-France, c'est la chirurgie bariatrique où le taux standardisé est un peu supérieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, l'Île-de-France est une zone d'attraction assez notable en termes de chirurgie bariatrique. Et donc, si on fait une action sur l'Île-de-France, on aura un effet un peu plus large. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Madame Méda Dupont qui va vous présenter l'instrument de mesure et les actions qui sont prévues dans le cadre du groupe GDR-ARS piloté par la DGOS. D'une façon générale, sur les constats de variation de recours aux soins, l'assurance maladie a élaboré une méthodologie pour cibler les établissements auprès desquels elle aimerait faire une action. Cette méthodologie a évolué un petit peu dans le temps, mais actuellement consiste à élaborer d'abord une liste d'indicateurs qui peuvent être issus des bases de l'assurance maladie, donc comme le disait Michel tout à l'heure, qui ne nécessitent pas un retour au dossier dans les établissements. À partir de cette liste, on a une validation par les experts, ces experts étant le conseil scientifique de l'assurance maladie et les sociétés servantes et parfois l'HAS. Ensuite, les statisticiens de l'assurance maladie font un calcul de seuil en fonction de la distribution de la valeur de ces indicateurs observés sur la France entière. Et ces seuils donnent un niveau d'alerte qui est relatif à des quartiles ou des centiles. Leur compilation permettant un classement des établissements en 3 segments, A, B et C. Le 3e segment C étant les établissements qui ont le plus d'indicateurs en alerte. Pour la chirurgie bariatrique, les indicateurs sont actuellement en cours de validation, donc je ne vous les présenterai pas, mais ils concernent surtout le respect des contre-indications et le respect du chemin clinique avant intervention. Les actions qui en découlent sont de 3 sortes et se déroulent selon une stratégie graduée. La première action consiste en un accompagnement des établissements, des professionnels de santé. Il s'agit de leur représenter les référentiels de l'HAS, de leur reparler des indications et de leur présenter un profil de leur activité qui leur permet de se comparer au niveau national et au niveau régional. Il y a aussi une information des patients qui peut être faite par l'assurance des maladies. Le deuxième niveau est la contractualisation tripartite ARS, assurance maladie et établissement qui se fait dans le cadre du plan régional d'amélioration de la pratique, de la pertinence des soins. Cette contractualisation est permise par la loi de financement de sécurité sociale pour 2015 dans son article 58. Le dernier stade est la mise sous accord préalable. La mise sous accord préalable consiste pour un établissement à demander pour une intervention programmée dans le thème choisi, donc là pour la chirurgie bariatrique, son avis au service médical de l'assurance maladie pendant 6 mois. Cette action avait déjà été mise en place sur les ententes préalables depuis 2010, mais dans le cadre de la loi LFSS 2015, il est possible de mettre un établissement sous accord préalable lorsque la contractualisation n'a pas abouti et n'a pas permis de changer les pratiques de cet établissement. Voilà. Les autres actions de l'assurance maladie en termes de pertinence se font, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les jeunes de moins de 18 ans. Et puis, des analyses sont en cours actuellement sur la pertinence de l'environnement en SSR, en chirurgie ambulatoire, en hôpital de jour, puis sur la réhabilitation améliorée après chirurgie et sur les examens préopératoires. Donc, pour nous, la chirurgie bariatrique est un thème prioritaire. Ah, j'ai pas changé. Donc pour nous, la chirurgie est un thème prioritaire, bien sûr piloté dans le cadre de la programme régional. Comment ? Ah pardon. Piloté de façon nationale par la DGOS et mise en œuvre dans le cadre du plan régional
de gestion du risque des ARS en lien avec l'assurance maladie. Les thèmes portés en 2013 et 2014 sur l'appendicectomie et le canal carpien, et pour 2015 sont prévus sans doute la cholécystectomie, les nodules thyroïdiens, la chirurgie bariatrique et la médélectomie. Merci. Merci. Avant de poser d'autres questions, on va demander à un des représentants importants dans le cadre de la chirurgie bariatrique, qui représentent les professionnels de santé, donc Monsieur Simon Sica, qui est chirurgien et qui va nous faire un point sur la chirurgie bariatrique aujourd'hui. Merci. Je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à présenter un petit peu le point de vue du chirurgien. Et je ne vais pas vous rappeler un certain nombre de choses, peut-être redire ce qu'a dit tout à l'heure Michel Marty, mais juste rappeler les techniques qui sont actuellement en cours en chirurgie bariatrique. C'est de l'anogastroplastie, que vous connaissez tous, la sleeve gastrectomie, qui est plus récente, et celle du bypass gastrique. Vous voyez, j'ai mis une croix rouge sur une intervention qui n'existe pas, mais qui a existé pendant de nombreuses années et qui a été extrêmement, on va dire, délétère pour les patients, qui sont les interventions malabsorptives. Et il faut le savoir, car un certain nombre d'interventions dérivent actuellement sur des interventions malabsorptives importantes avec des conséquences dramatiques. Mais il faut savoir que ces interventions, normalement, ne sont plus réalisées. Alors, pour revenir aux indications, je vous reprécise ce qui a été dit. L'HAS a considéré que les indications en 2009 étaient représentées par les indications en traitement chirurgical par des index de masse corporelle supérieurs à 40 ou supérieurs à 35 avec des comorbidités sévères, je dis bien sévères associées, c'est-à-dire une maladie cardiovasculaire, coronaropathie, une hypertension artérielle ou un trouble du métabolisme glucidique ou lipidique ou un syndrome d'apnée du sommeil sévère. Et en fait, ce sont ces recommandations qui sont issues de textes de recommandations très anciens qui remontent aux années 90. La première étant celle du NIH américain qui date des années 90. Et vous voyez que globalement, on est toujours resté sur cela. Dans quelles conditions la chirurgie doit être entreprise? La chirurgie doit être entreprise uniquement après échec du traitement conventionnel. Le traitement conventionnel est un traitement qui associe les régimes, l'activité physique, les interventions comportementales d'une durée d'environ 1 an. De façon empirique, on a été fixé à 1 an. Vous voyez que dans la précédente diapo que nous a montré Michel Marty, c'était variable, une durée qui varie entre 6 et 12 mois, avec un suivi multidisciplinaire sur une obésité connue depuis plus de 5 ans, chez un patient informé et par une équipe chirurgicale rodée. Donc tout ça, c'est écrit et normalement tout le monde le sait. L'évaluation préopératoire. Donc cette intervention doit être faite bien sûr au terme d'une évaluation préopératoire qui précise un certain nombre d'éléments que je vous ai détaillés ici. Mais tout ceci nécessite bien sûr ce qu'on appelle le bilan multidisciplinaire. L'enquête diététique, au besoin une calorimétrie si nécessaire. L'enquête médicale complète, dans laquelle bien sûr il y a un examen clinique, un bilan biologique complet, hormonal, vitaminique, métabolique, un bilan cardio-respiratoire, un bilan spécialisé en fonction de certaines comorbidités, un bilan gastro-entérologique avec les examens suscités, peut-être pas tous, comme j'ai noté ici, et au terme de ce long bilan préopératoire, eh bien, une discussion pluridisciplinaire est assurée au sein d'une réunion de concertation pluridisciplinaire dont le résultat doit être consigné par écrit. Après cela, le choix des interventions doit être fait. Alors, comme vous l'a montré tout à l'heure Michel Marty, il y a des endroits où on fait sûrement une seule intervention, plus spécifiquement celle-ci ou plus spécifiquement celle-là. Mais en réalité, il y a des indications. Il y a des indications pour l'intervention restrictive pure, comme je vous ai listé ici, mais vous le retrouverez sur le diaporama. Il y a en gros 2 types d'interventions, l'anodgastroplastie et la sleeve gastrectomie, avec des critères de restriction. L'anogastroplastie étant le facteur principal de choix étant l'âge, les sujets jeunes qui sont hyperphages avec des index qui ne sont pas trop élevés. La sleeve gastrectomie, le facteur principal de choix qui contre-indique cette intervention, c'est l'existence d'un reflux gastro-œsophagien, car après sleeve gastrectomie, il y a une exagération du reflux gastro-œsophagien. C'est la raison pour laquelle ces interventions sont précédées d'une exploration gastro-entérologique assez complète, en tout cas dans notre centre, avec des IMC qui varient entre 35 et 45, et à part la particularité des super-obèses chez qui on préfère réaliser cette technique
pour des raisons de risque opératoire que l'on diminue, car c'est une intervention théoriquement plus simple. L'autre intervention, qui est la gastropathie verticale calibrée, qui est une ancienne technique, n'a pas d'indication actuellement pour nous, et je pense qu'en France, elle n'est pratiquement plus réalisée. Mais il y a une époque en France où on en faisait encore quelques-unes dans certains centres. Les interventions mixtes type bypass, c'est-à-dire court-circuit, vous voyez surtout, c'est indiqué pour des patients qui ont des complications surtout métaboliques, avec des IMC plus élevés, dans lesquels on va dire l'hyperphagie n'est pas l'élément essentiel, c'est-à-dire que, eh bien, on a un contrôle du mode alimentaire qui reste incertain, où il y a des consommations sucrées plus importantes, et une discordance entre la dépense énergétique de base et la dépense énergétique attendue. Voilà, donc là, au sein de ces interventions, bien, vous avez le court-circuit gastrique, le bypass gastrique, qui est une intervention considérée aux États-Unis, mais aussi en France, comme le gold standard de thérapeutique chirurgicale pour les index qui sont surtout élevés, avec des complications métaboliques. L'autre intervention, qui est la diversion biopancréatique, qui n'est très peu pratiquée en France, parce qu'elle induit un taux de malabsorption qui est important, et puis une autre intervention dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, mais qui n'est pas repérable par nos agences, malheureusement, puisque la codification est faite par assimilation pour le bypass gastrique, qui est ce qu'on appelle le bypass en oméga, qui est un bypass tout à fait particulier, puisqu'il comporte une anse biopancréatique très longue de 2 mètres, et donc occasionne des malabsorptions. Et je vous disais tout à l'heure, en entrée de présentation, que on se rapproche avec ces interventions qui sont considérées comme simplement des bypass très standards. En fait, on se rapproche beaucoup d'interventions avec un taux de malabsorption extrêmement élevé et pour lequel je pense que la validation fait encore, apporte enfin un certain nombre de contestations. Alors, comme vous l'avez vu aussi sur une précédente diapositive, celle de Michel Marty, sur le nombre d'interventions, vous avez vu que les sleeve gastrectomies augmentaient en nombre. Alors pourquoi? Alors peut-être un effet centre, effectivement, il y a des centres où on fait plus de sleeve gastrectomie, on considère que c'est l'intervention de référence, mais la question c'est est-ce qu'elle peut se substituer à une autre intervention? C'est-à-dire est-ce qu'on peut dire qu'on fait plus cette intervention que l'autre? Vous voyez que la réponse n'est pas si évidente que ça. Oui, parce que des publications récentes sur l'effet du poids, sur le poids et sur les comorbidités semblent efficaces. Oui, parce que le choix du patient influence. Il y a un certain nombre de patients qui réclament. Vous savez, sur les sites internet, on voit tout fleurir. Et oui aussi parce qu'on va essayer d'aller dans l'intervention les moins agressives, c'est-à-dire celle où le risque opératoire est réduit. Non, parce qu'on ne peut pas dire aux patients qu'on fait la même chose puisqu'on n'a pas le même recul avec ce type d'intervention. Non, parce qu'on ne doit pas faire cette intervention parce qu'on ne maîtrise pas les autres, et c'est peut-être là où se situe le problème, et qui apparaît justement dans les diapositives de répartition du type d'intervention, et non parce qu'on ne peut pas décider l'une ou l'autre uniquement sur l'index de masse corporelle. Alors, les contre-indications, je voulais passer assez rapidement dessus. Vous voyez, les contre-indications absolues restent toujours les mêmes, c'est-à-dire les troubles psychiatriques, dépression sévère non stabilisée, psychose grave, troubles du comportement alimentaire, bien sûr tout ce qui est troubles endocriniens, maladies évolutives, risque anesthésique, déficit intellectuel profond, et puis des contre-indications relatives qui sont bien sûr comme le reflux ou les montages chirurgicaux, des choses qui peuvent être, on va dire, relatives, puisque certaines interventions, comme le bypass par exemple, ne sont pas contre-indiquées en cas de reflux gastro-œsophagien. Alors voilà le circuit de prise en charge. Il a l'air d'être compliqué, mais en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe dans notre établissement. Moi, je travaille dans un établissement, un hôpital universitaire des sciences publiques, qui fait partie intégrante d'un centre intégré de l'obésité, qui a été labellisé par le plan obésité dernier. Et donc, ce centre, eh bien, il y a une prise en charge, vous voyez, en fonction de l'index, en fonction de l'histoire. Et le terme est bien sûr la réunion de concertation pluridisciplinaire qui permet de prendre cette décision et d'indiquer ou non un traitement chirurgical et ensuite de discuter des indications. Alors, comment mettre en place les recommandations et les indicateurs? C'est-à-dire quel est finalement, comment on va pouvoir améliorer les choses? Eh bien, à mon sens, il y a 2 choses qui peuvent permettre d'améliorer la pertinence des indications. C'est ce qui est actuellement en cours, c'est-à-dire la labellisation des centres. La labellisation des centres est une procédure qui est en cours à l'initiative de la SOFCO et en se basant sur les critères de la HAS, c'est-à-dire tous les critères qui ont été établis.
Et il y a eu deux séances de procédure, si vous voulez, de demande de labellisation pour les centres, qui ont abouti à labelliser environ, actuellement, au jour d'aujourd'hui, une 40aine de centres au terme d'un long procédé auquel j'ai participé. Et je peux vous dire que c'est long de screener tous les dossiers qui sont faits de façon extrêmement complète et une lecture très attentive de tous ces dossiers. Et je pense qu'à partir du moment où on voit cette labellisation se faire progressivement, on va aller vers une amélioration de la pertinence des indications. Et puis le deuxième élément, c'est la tenue et la diffusion du registre de la SOFCO. Ce registre est là aussi une procédure en cours à l'initiative de la SOFCO qui se base bien sûr sur les demandes de l'HAS. Ça correspond à un recueil des malades opérés, se voulant bien sûr le plus exhaustif possible et avec bien sûr, pour ne pas que ce soit trop compliqué, une fiche individuelle par patient avec un nombre d'items limité. Et dans la vraie vie, la labellisation des centres et la tenue et la diffusion du registre, l'impact n'est pas encore connu, parce que ça vient de démarrer, que dans ce registre, il y a des doublons possibles, ce n'est pas toujours facile de le mettre en place, la difficulté du recueil et le contrôle de la labellisation, c'est-à-dire que finalement, une fois qu'on a fait une labellisation, est-ce qu'ensuite on redemande encore à un centre de nouveau une procédure de labellisation? Et je voulais vous montrer sur cette dernière diapositive le fonctionnement actuel, si vous voulez. Bien, en France, il y a 5 centres intégrés qui ont été dessinés en France. Donc il y en a il y a 2 centres intégrés en Île-de-France. Il y en a un à Lille, un à Toulouse et un à Lyon. Et puis il y a environ 37 centres spécialisés. Et vous voyez ici des centres labellisés SOFCO qui sont au nombre de 40. Et puis il y a encore d'autres personnes qui font de la chirurgie bariatrique, qui ne sont pas encore labellisées et pour lesquelles, eh bien, la labellisation va permettre de progresser et d'améliorer la pertinence des soins. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. La prochaine intervention va être faite par Catherine Grenier, qui va nous parler plus spécifiquement des indicateurs de bonne pratique mis en place aujourd'hui. La chirurgie de l'obésité fait partie des thématiques abordées par les indicateurs. Ça nous semble très important parce que dans tous les programmes de pertinence qu'on met en place, bien sûr, on part au niveau de la HAS, au niveau des recommandations qui doivent être élaborées, mais le bout de ces programmes, après, pour mesurer les impacts, pour voir un petit peu les évolutions, c'est évidemment fabriquer les indicateurs les plus pertinents possibles. Et donc, je laisse la parole à Catherine pour vous parler de ce thème. Merci Marie-Hélène. Je vais juste vous donner sur une diapositive d'introduction le cadre dans lequel nous travaillons pour ces indicateurs. Pour vous dire qu'il existe une politique nationale d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui sont des indicateurs qui sont aujourd'hui développés au niveau hospitalier et qui ont pour but de répondre à 3 objectifs. Donc c'est juste pour vous donner le cadre général. On a bien sûr comme premier objectif de fournir aux établissements des outils pour l'amélioration de la qualité, de soutenir la démarche qualité des professionnels, mais aussi de répondre aux exigences de transparence des usagers et d'aider au reporting et au pilotage des politiques d'intervention, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Donc vous voyez ces 3 objectifs avec un même système qui, bien sûr, quelquefois pose question parce que ce n'est pas forcément les mêmes informations qui intéressent ces 3 niveaux d'information. Ce principe de mesure d'indicateurs de qualité et de sécurité des soins qui a été mis en place par la DGOS et la Haute Autorité de Santé s'articule parfaitement avec la certification. Vous savez qu'il y a eu un lien qui a été mis en place de manière, qu'on disait, automatique dans la version 2010 de la certification. Ce lien est maintenu dans le cadre de l'AV 2014. Il n'est plus aussi simplement automatique, mais l'intégration des indicateurs et la démarche surtout qui est mise en œuvre grâce à ces indicateurs est valorisée, étudiée, évaluée au niveau de la certification. Je reviens à notre sujet de la chirurgie de l'obésité chez l'adulte.
Nous avons eu pour objectif, et c'est une des premières initiatives qui a été mise en œuvre à la Haute Autorité de Santé, de développer concomitamment les recommandations et les indicateurs de qualité et de sécurité des soins, en les centrant, bien entendu, ces indicateurs sur le thème des recommandations, qui était la question de la qualité de la phase préopératoire, la phase préopératoire qui est bien sûr indispensable à la sécurité des patients et à la réussite à long terme. Pour les indicateurs spécifiquement, nous avons 2 niveaux de validation. Une validation scientifique clinique, qui est faite avec les professionnels et les représentants des sociétés savantes qui sont présentés ici, avec la SOFCO, le Collège de chirurgie générale viscérale et digestive, et puis la FCVD. Nous avons aussi une validation statistique qui a été faite dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle le projet COMPAC HPST, qui est l'initiateur de ces indicateurs de processus qui sont construits de principe à partir des dossiers médicaux de patients. Donc c'est vraiment une démarche complémentaire à la démarche de l'assurance maladie qui a pour but d'utiliser les bases d'assurance maladie pour faire une première analyse. Mais nous faisons une analyse véritable en mettant à plat les pratiques avec les professionnels à partir du dossier du patient qui est considéré comme le gold standard en termes de support sur la réalisation du parcours des patients. Donc l'objectif de cette démarche, c'est d'optimiser la prise en charge et l'information du patient en préopératoire, et c'est une étape clé, bien sûr, de l'amélioration de la pertinence de la prise en charge. Alors, le principe des indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, c'est des campagnes nationales. Je vous présente ici les résultats de ce qui a été réalisé en 2013 et en 2014. Donc, nous avons des campagnes annuelles et optionnelles concernant la chirurgie de l'obésité, avec une analyse rétrospective de dossiers médicaux de patients opérés pour la première fois. On cible des cas les plus simples, si je peux dire les choses comme ça, et on obtient une mesure de la qualité, un indicateur pour chaque établissement de santé. On a un élément qui nous permet de juger que cette démarche est intéressante et utile, donc elle est pertinente, c'est qu'il existe une variabilité interétablissement importante en complément d'un niveau de qualité atteint qui reste à améliorer avec une marge d'amélioration possible. Un des éléments satisfaisants par rapport à cette campagne, qui, je rappelle, est optionnelle, c'est la participation des établissements, puisque vous voyez qu'on a une participation d'environ 30% des établissements, qui est pour un recueil volontaire une bonne participation, d'autant que cette participation, et c'est en lien avec les chiffres d'activité qui vous ont été présentés, représente environ 50% de l'activité en France. Je vous rappelle que ces recueils sont faits en auto-évaluation par les établissements, avec une grande participation des équipes de professionnels en charge de ces prises en charge. Et on l'a évalué à plus de 90% dans ce cas particulier, puisqu'on pose la question spécifiquement à chaque recueil, dans chaque établissement, de savoir quelle est la participation médicale pour ce recueil. Nos résultats, je ne vais pas vous les détailler ici, mais vous voyez que nous avons chaque petit losange, c'est pas un losange, c'est un hexagone, ce sera mieux. Correspond à un indicateur. Nous avons 7 indicateurs qui sont centrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la qualité de la prise en charge préopératoire minimale. Cette analyse nous permet de voir quels sont les points de faiblesse. Je rappelle que nous travaillons à partir de ce qui est tracé dans le dossier, donc ce qui n'est pas pris en compte. Et on voit des points faibles au niveau de la réalisation de la prise de décision, ou de la proposition de la décision de chirurgie à partir d'une réunion de concertation pluridisciplinaire et de la transmission de cette décision de la RCP au médecin traitant. On a aussi un enjeu d'information du patient, comme on le retrouve de la même façon que sur la césarienne. Donc ces éléments-là permettent bien sûr d'identifier des axes d'amélioration et de proposer aux établissements de définir, à partir de cette analyse des indicateurs, un plan d'action d'amélioration. Les perspectives que nous avons, c'est bien sûr l'enjeu de l'appropriation des recommandations via les indicateurs. Donc on peut exprimer ou l'appropriation des indicateurs ou l'appropriation des recommandations, mais c'est finalement toujours la même chose. C'est la donnée fondamentale qui doit être diffusée et surtout être appliquée dans la pratique quotidienne par les établissements, par les professionnels, par les équipes.
Et puis, nous avons un objectif d'analyse complémentaire qui sont en cours de réalisation pour analyser les variables explicatives du niveau de qualité atteint par les équipes, puisque nous avons une intuition qu'il y a des éléments organisationnels qui peuvent faciliter la mise en œuvre de ces recommandations. Et notamment, nous travaillerons sur les différents niveaux de labellisation des établissements et des centres spécialisés pour voir si, justement, ce principe de labellisation permet d'améliorer la qualité. Mais je pense que, comme les démarches sont complètement articulées, on devrait pouvoir le montrer sans difficulté. Troisième élément, c'est l'actualisation de ces indicateurs. Bien sûr, ces indicateurs, ils ont vocation à s'actualiser, à permettre de valider que les recommandations sont toujours à jour et qu'on peut maintenir ces indicateurs et que s'il y a des évolutions à mettre en œuvre, on les met en œuvre. Il y a aussi un enjeu de compléter l'évaluation de la pertinence de l'indication. Et puis, la discussion de la mise en œuvre de cette démarche dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2015 qui a été évoquée par l'assurance maladie et par l'ARS, l'article 58 qui doit permettre d'articuler la démarche de ciblage que l'assurance maladie produit à partir des indicateurs qui peuvent être automatisés des bases médico-administratives, le contrat qui peut s'établir entre les ARS, les établissements et l'assurance maladie à partir de cette évaluation, et le programme d'amélioration qui doit être mis en œuvre par les établissements. Et c'est vraiment un outil pour soutenir l'amélioration via l'évaluation. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette démarche, nous avons publié très récemment, depuis les fêtes, le rapport et la synthèse sur le site internet de la Haute Autorité. Donc, ils sont disponibles. La synthèse, c'est un 4 pages, donc c'est facile à lire et rapidement intégré. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine. Donc voilà, on est tout à fait dans les temps, on a rattrapé un petit peu le retard, donc on a quelques minutes pour des questions. Je laisse à la salle d'abord la possibilité de s'exprimer. N'hésitez pas. Bon, pas de question. On a reçu une question sur... via l'application de connexion. Là. Donc, la question, c'est comme pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires graves, pourquoi ne pas demander à codifier dans le PMSI la réunion de concertation pluridisciplinaire, ce qui pourrait et qui permettrait de mesurer un taux de RCP avant chirurgie. Je laisse répondre peut-être... Catherine ou Michel, allez-y. On peut. Bon, alors tout ce qu'on demande de coder dans le PMSI, si nous n'avons pas de facteur incitatif, on sait qu'on a peu de chances d'avoir ce codage rempli au niveau du PMSI. Aujourd'hui, on a un certain nombre de consignes de codage, un certain nombre de choses qui doivent être saisies dans le PMSI et qui ne le sont pas pour des raisons diverses et en plus variables en fonction des établissements et des acteurs. Donc ça pose un certain nombre de problèmes d'évaluation. C'est bien pour cela que le gold standard, c'est le dossier du patient et pas le PMSI. Donc après, un codage supplémentaire au niveau du PMSI, ça nécessitera forcément un élément incitatif. On peut l'imaginer avec la montée en charge de l'évaluation par la qualité, de la prise en compte de la qualité dans les financements. Je pense que ce n'est pas pour demain. Je peux apporter un petit commentaire. La RCP, ça a une existence physique. Donc déjà, normalement, ça apparaît dans le dossier avec les présents, les décisions. Il y a une fiche préétablie. Normalement, on la retrouve sous forme informatique dans les archives de l'établissement. Enfin, théoriquement, tout ça, à la limite, c'est redondant que de devoir le coder, quoi. Je pense que... Mais je pense que le problème qui a été évoqué, c'est de ne pas avoir besoin de rentrer dans le dossier médical et le dossier du patient hospitalier, qu'il soit informatisé ou pas. Et bien sûr, il y a des dispositifs qui informatisent les réunions de concertation pluridisciplinaire. Cela dit,
Il faut aussi être vigilant sur une vision France entière. Le niveau d'informatisation reste faible dans les établissements de santé, je me permets de le rappeler. Oui. C'est bon. Oui, bonjour, Jean-Christophe Séguier, je travaille à Poissy-Saint-Germain. Je voudrais savoir, est-ce que dans les indicateurs qualité, on commence à mettre des résultats aussi, ou uniquement c'est l'indicateur de structure, ou est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des résultats, je ne sais pas moi, pour des nombres de patients avec un IMC qui est inférieur à 35 au bout d'un certain temps, enfin, des choses comme ça? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. Je crois que vous avez tout à fait raison, mais les indicateurs de résultats, il faut développer les indicateurs de résultats comme on a développé les indicateurs de pertinence. Et ça nous paraissait intéressant d'avoir commencé par la pertinence avant de voir les résultats. Alors pourquoi? Parce que les résultats peuvent être influencés par la pertinence. On le sait parfaitement. Les résultats peuvent être très bons s'il n'y a pas de pathologie, par exemple. Donc, c'est nécessaire. Il faut ne pas se contenter de la pertinence, il faut aller plus loin pour faire une analyse parfaite de l'activité. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais je crois que la HAS travaille aussi sur le sujet. Oui, on travaille sur le sujet, mais on a quelques problèmes de système d'information. Et donc, on attend beaucoup d'expériences comme le registre qui a été évoqué par notre chirurgien, M. Tsonga, pour pouvoir développer ces indicateurs de résultats. Parce que tant qu'on n'aura pas un suivi longitudinal des patients, on ne sera pas en mesure de produire ces indicateurs de résultats. Donc, on commence à avoir un certain nombre d'éléments dans les bases médico-administratives, mais c'est encore frustre et il faut le développer. J'entends bien l'histoire du registre, mais la CEPAM, quand même, elle a des bases, il me semble, non, de suivi des patients. Non, parce qu'on a le même problème. Par exemple, moi, je m'occupe aussi d'infections. Les infections sur prothèse, par exemple. Hein, ça fait X années qu'on demande un registre de suivi et on n'a pas franchement ça encore, quoi. Je ne parle pas des traitements, je parle des inclusions au départ. Donc, il y a quand même des registres qui existent en France. On n'est pas bon en informatique hospitalière, j'en conviens. Mais il y a quand même des choses qui existent. Alors attention, les registres sont tenus par les professionnels et les systèmes de l'assurance maladie permettent effectivement, sur les bases de données médico-administratives, de repérer un certain nombre de choses. Mais attention, dans le domaine de résultats, il faut être extrêmement prudent. Il n'y a pas de mesure stricte des résultats dans les bases de l'assurance maladie. Je rappelle, les bases de l'assurance maladie ne recensent que ce qui est payé par l'assurance maladie. Donc il peut y avoir des choses, plus les limites des systèmes d'information. C'est important de s'en souvenir. Oui, on est en train d'essayer de travailler sur le sujet. C'est ce qu'on disait. Oui, on peut apporter des informations, mais attention, on ne peut pas résoudre toutes les problématiques. Quand on cherche, par exemple, quelque chose de classique qui sont les phlébites, embolies pulmonaires après intervention, les embolies pulmonaires, souvent, on les repère parce qu'il y a quelque chose qui fait que la personne est hospitalisée, mais pas toujours. Et puis, les phlébites, c'est assez difficile de repérer, soit à travers les anticoagulants, mais souvent, la personne a eu des anticoagulants pour d'autres raisons, etc., etc. Donc, attention, oui, on peut apporter des choses, mais ça sera à nouveau des indicateurs, ça ne sera pas forcément des mesures réelles. Il faut être très prudent. On a l'impression que les systèmes d'information permettront de tout régler. Non, il y a encore une marge de manœuvre importante. Oui, Yves Thierry Blanc-Ménil. La mise sous entente préalable est une mise sous entente préalable d'établissement. Concernant la chirurgie bariatrique notamment, nous avons des praticiens qui sont multisites et qui opèrent sur plusieurs établissements. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à avoir une mise sous entente préalable de l'activité chirurgicale de tel ou tel praticien, tout à la fois de façon à avoir une analyse complète, la plus exhaustive possible de son activité et surtout éviter, lorsqu'il est mis sous entente préalable à droite, qu'il aille opérer à gauche? Alors, vous avez raison, ça serait mieux. Mais il y a deux éléments à prendre en compte. C'est un, la loi, elle a été construite d'une autre façon. Et puis après, je vous expliquerai pourquoi la loi a été construite de cette façon. Pour l'instant, la loi met sous accord préalable pour ce type de prestations l'établissement. Il existe des mises sous accord préalable de professionnels, mais sur d'autres domaines comme les transports, les JJ, etc., etc. Par contre, pourquoi est-ce que c'est l'établissement qui est mis sous accord préalable? Parce que les systèmes d'information
et vous le savez bien, ne permettent pas de repérer les professionnels dans les établissements publics. Autant dans les établissements privés, on arrive à repérer qui fait quoi, autant les systèmes d'information ne permettent pas de repérer le professionnel dans les établissements publics. Et donc ça serait, j'allais dire, une petite asymétrie de traitement si on traitait de façon différente les établissements publics et les établissements privés. Bon, pas d'autres questions? Si, encore une dernière question, oui. Du coup, une seconde toute petite question pour la HAS. Dans le cadre de la certification, on voit tout l'intérêt à ce que la HAS puisse synthétiser toutes les informations venant de toutes les sources pour avoir une certification la plus adaptée possible à l'établissement. Demain, dans le patient traceur, un établissement avec maternité, on imagine qu'on puisse avoir un expert visiteur qui soit un peu spécialisé maternité ou obstétrique et quelque part un patient traceur qui soit une césarienne programmée. Demain, un établissement mis sous entente préalable en chirurgie bariatrique, on imagine qu'on puisse avoir un chirurgien viscéraliste et quelque part un patient traceur qui ait bénéficié d'une intervention de bariatrique. Est-ce que vous avez cette capacité-là ? On n'a sans doute pas la capacité à avoir le bon chirurgien avec la bonne spécialité dans le bon établissement pour un patient traceur particulier. Mais je pense qu'à partir du moment où les référentiels existent, c'est une question de méthodologie et un expert visiteur formé par la Haute Autorité de Santé doit être capable de mettre en œuvre cette démarche du patient traceur comme l'analyse des indicateurs d'ailleurs de la même façon à partir des éléments méthodologiques qui lui sont transmis par la Haute Autorité de Santé. En tout cas, nous y travaillons de manière à valoriser l'ensemble des démarches mises en place dans les établissements. Et sur le patient traceur, il y a vraiment des actions qui ont été mises en œuvre pour que ça se fasse de la sorte. Très bien. Pour conclure, je peux peut-être vous apporter quelques informations sur la déclinaison régionale du sujet pertinence, parce que les dernières interventions, c'était surtout des directives nationales. Donc, comme vous avez été présenté, donc, le sujet pertinence des soins, l'ARS s'est impliquée depuis déjà 2 ans dans ce sujet, puisque c'était un des programmes nationaux de gestion du risque qu'il fallait dérouler au niveau régional. Vous savez, il y a 10 programmes de gestion du risque et pertinence, ça faisait partie de ces programmes-là. Donc, dans ce cadre-là, nous avons donc sélectionné 2 thèmes, comme il nous était demandé. La césarienne programmée, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est un modèle qui nous paraissait important de suivre et d'aller jusqu'au bout avec les gens qui s'étaient mobilisés dans notre région. Et là, on est ravis puisqu'on va continuer avec eux. Et puis, on avait pris un autre thème qui était l'angioplastie coronaire, qui a été évoqué ce matin par monsieur Eva. Donc, pour l'instant, on était un petit peu en attente par rapport à ce sujet-là, parce que nous attendons les recommandations pertinence de l'HAS qui ont été retardées pour des raisons diverses et variées. Mais nous, en attendant, nous continuons à travailler justement pour bien faire un état des lieux de ce sujet sur notre région. Et nous essayons de mettre en phase, dans ce cadre d'état des lieux, non seulement les bases de tout les informations qu'on a dans les bases de données de l'assurance maladie, PMSI, taux de recours, etc. Mais surtout, nous avons l'avantage sur notre région d'avoir un registre cardio-archive sur ce sujet-là. Et donc, on travaille avec eux pour analyser leurs informations qui sont quand même très qualitatives et d'auto-évaluation de professionnels avec les bases de données assurance maladie. Donc, ça va nous permettre, en attendant les recommandations, de bien faire un état des lieux de ce sujet sur notre région. Et puis aussi, pour terminer, c'est vrai qu'il y a l'article qui a été évoqué, l'article 58 de la loi de financement 2015 qui vient de sortir. Donc, bien entendu, dans ce cadre-là, on va élaborer un plan spécifique pertinence où on mettra peut-être d'autres thèmes, etc. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, ça se fera bien entendu avec l'ensemble des intervenants pour la pertinence sur donc les professionnels de santé dans l'avenir. Voilà. Très bien, merci à tous d'avoir été attentifs jusqu'à la fin et je remercie les intervenants d'avoir bien respecté les temps. Au revoir. C'est mon rôle. On y arrive. Non, là, tu me demandes tout, que je vais tous les gadgets de... J'ai l'impression...